Bonjour, nous voici arrivés à l'avant-dernière vidéo de notre marche d'approche vers le pays quantique. Dans cette vidéo, nous allons chercher à expliquer l'expérience, les résultats de l'expérience de Stern et Gerlach de manière classique. Alors, comme vous vous en doutez sans doute un peu, on ne va pas y arriver, mais ça va nous aider à mieux comprendre les choses. Dans les vidéos précédentes, on avait vu que dans cette expérience, les atomes d'argent sont observés dans deux états possibles et seulement deux. Ou bien ils se dirigent comme ici vers le haut de la cible, en suivant le mouvement qui est indiqué par la flèche grise, ou bien ils se dirigent vers le bas de la cible, comme ici. Mais ils vont jamais au milieu, entre les deux cibles. S'ils se dirigent vers le haut, comme ici, c'est parce que leur aimantation est dirigée de telle manière qu'elle repousse l'aimant qui est en dessous. Cette aimantation a une certaine direction et une certaine force, une certaine intensité. On peut donc la représenter, elle aussi, par une flèche que j'ai mis ici en vert. Alors souvent dans les livres, on appelle les flèches qui représentent les mouvements, comme la flèche grise qui est ici, on les appelle des vecteurs. Mais on appelle aussi des vecteurs les flèches qui représentent les aimantations, comme la flèche verte qui est ici. Il y a de très bonnes raisons à ça, mais moi je préfère pas parler de vecteurs pour le moment, car ça pourrait nous induire parfois en erreur. En effet, il existe plusieurs sortes de vecteurs, et en fait, nos flèches vertes et grises qui sont ici ne sont pas tout à fait du même genre de vecteurs. C'est pour cette raison qu'un enseignant comme Leonard Susskind, par exemple, appellerait nos flèches grises des vecteurs 3D et il appellerait sans doute nos flèches vertes des pseudo-vecteurs. Bon, on ne va pas approfondir ces différences entre les vecteurs maintenant, mais on va les garder quand même dans un coin de la tête, car ça nous resservira dans une autre série de vidéos quand nous serons arrivés beaucoup plus loin dans le monde quantique. Pour le moment, on va se concentrer sur ce phénomène bizarre qui fait qu'on a observé à la fin de notre expérience que des aimantations qui avaient ou bien une certaine force comme vers le haut, comme ici, ou bien exactement la même force, mais en étant tournées vers le bas, comme ici. On n'observe jamais des aimantations qui sont tournées vers l'avant, et qui enverrait nos atomes entre les deux cibles, comme ici. Et on n'observe jamais non plus des aimantations comme celle-ci, ni non plus des aimantations comme celle-ci qui est tournée vers le haut, mais avec beaucoup moins de force que dans les cas précédents. Cette dernière impossibilité est d'ailleurs tout à fait caractéristique des comportements quantiques. En fait, l'adjectif quantique vient du mot latin quantum, vous l'avez sûrement vu quelque part dans Wikipédia ou ailleurs, et ça correspond au fait qu'il existe des quantités minimales de certaines choses. On ne peut pas avoir moins de lumière bleue qu'une certaine quantité minimale de lumière bleue. On ne peut pas avoir moins d'électricité que celle qui est contenue dans un électron. Et on ne peut pas non plus avoir moins d'aimantation que l'aimantation qu'on observe dans les atomes de l'expérience de Stern et Gerlach. C'est un peu bizarre si on imagine les électrons comme des petites billes. En effet, si c'était le cas, et si leur aimantation venait vraiment du fait qu'ils tournent sur eux-mêmes, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, ça signifierait qu'ils ne tournent sur eux-mêmes qu'à une seule vitesse, toujours la même pour avoir toujours la même aimantation minimale. En effet, s'ils tournaient à des vitesses différentes, ils auraient des aimantations différentes. Et s'ils tournaient très lentement, ils n'auraient presque pas d'aimantation. Or, une chose pareille n'a jamais été observée, et le cas représenté sur cette image n'existe pas non plus. Mais on va laisser pour le moment de côté cette histoire d'intensité de l'aimantation. Après tout, on pourrait imaginer que, comme nos atomes d'argent sont tous chauffés à la même température, ben du coup, il pourrait être plus ou moins normal que leurs électrons tournent tous à la même vitesse et qu'ils aient tous la même aimantation.
c'est pas le cas, mais on pourrait imaginer ça. Mais même si tel était le cas, on aurait malgré tout un gros problème avec l'orientation des aimantations, comme on va le voir maintenant. En effet, est-ce qu'on pourrait imaginer un mécanisme qui ferait basculer les atomes, qui arriveraient penchés en avant, comme ici, et qui les ferait basculer jusqu'à ce qu'ils atteignent la position de l'atome de droite? Bien sûr que oui, on pourrait. Tous ceux qui ont déjà joué avec des aimants dans leur enfance le savent. Un mouvement comme celui-ci est quelque chose de tout à fait courant. Et un mouvement qui basculerait un aimant penché un peu plus vers le haut et vers la gauche, comme ici, jusqu'à ce qu'il atteigne la même position. C'est pareil, si on a déjà joué avec des aimants, on sait que ce mouvement est possible, ça ne choquera personne. Seulement voilà, pour pouvoir expliquer les résultats de l'expérience de manière classique, il faudrait qu'on trouve aussi un mécanisme capable de basculer un atome comme celui qui est ici à gauche et qui pointe vers le haut, pas complètement, et qui soit capable de le basculer pour qu'il atteigne la position qui est celle de l'aimant qui est représenté ici à droite, afin qu'ensuite il aille vers la cible du haut, en étant repoussé par le gros aimant. Or, un tel mouvement n'a jamais été observé dans le monde classique. Quand on était petit, qu'on jouait avec des aimants, on a bien vu qu'ils se retournent toujours avant de s'attirer mutuellement. Personne n'a jamais vu un aimant penché qui se redresse dans le sens inverse avant de se retrouver repoussé par l'autre aimant. On n'a jamais observé ça. Et d'ailleurs, les physiciens expliquent ça très bien avec des histoires de couple et de chant, enfin peu importe. Ce mouvement-là n'existe pas, il ne peut pas exister, en tout cas pas dans le monde classique. Or, il faudrait qu'on se rappelle une chose, c'est que dans l'expérience de Stern et Gerlach, on a autant d'atomes qui vont vers le haut qu'on en a qui vont vers le bas. Et donc notre mécanisme classique qui envoie pratiquement tous les atomes vers le bas après les avoir fait basculer, sauf peut-être ceux qui étaient parfaitement alignés vers le haut au départ, ce mécanisme-là ne peut donc pas expliquer le résultat qu'on a vérifié. Alors on va essayer une autre idée un petit peu plus futée maintenant. On a vu dans une vidéo précédente que les électrons ont tendance à se grouper par paires. Et on sait bien qu'on peut faire pareil très facilement en faisant des paires d'aimants qu'on aligne tête bêche, comme ici à gauche. On a fait ça souvent quand on était petit. Alors peut-être que nos atomes d'argent pourraient faire pareil. Ils pourraient partir en étant regroupés par deux. En arrivant près du gros aimant, ils s'aligneraient d'abord par rapport à lui, et puis ensuite ils seraient séparés à cause de leur position inversée. Ça donnerait un mouvement comme celui-ci. Bon, cette idée est bonne, mais elle ne marche pas. On sent bien intuitivement que quelque chose cloche dans ce mouvement. Les physiciens pourraient d'ailleurs expliquer avec des calculs savants pourquoi ça ne marche pas. Mais surtout, on sait désormais qu'on obtient le même résultat, même si on peut s'assurer que les atomes arrivent bien un par un et jamais par groupe de deux. Alors on va quand même garder dans un coin de nos têtes cette idée de combiner les états bien définis, parce qu'elle nous resservira plus tard, mais d'une façon différente. Voilà, au final, nos tentatives se sont toutes soldées par des échecs. On s'y attendait un peu. Mais elles nous ont livré quelques renseignements importants qui vont nous resservir plus tard. D'abord, on a vu que les atomes arrivent dans le dispositif dans toutes sortes d'états différents. Ensuite, leur interaction avec les aimants change leur état. Au final, on observe que deux états, et seulement deux états bien définis, avec la force minimale prévue par la théorie vers le haut, ou bien avec la même force vers le bas, mais jamais penchée, ni non plus avec une force
plus petite que la force minimale prévue par la théorie vers le bas, ni non plus avec une force plus petite vers le haut. Quatrièmement, la probabilité d'observer l'un ou l'autre de ces deux états bien définis a une importance quand on veut expliquer l'expérience. 5. L'idée de combiner les deux états possibles à la sortie était intéressante, mais elle n'a pas suffi à expliquer le résultat observé. 6. En physique, on utilise différentes sortes de vecteurs, et ça c'est quelque chose qu'il faudra absolument garder à la tête plus tard. C'est pas parce qu'on parle d'un vecteur qu'il s'agit nécessairement d'une direction dans l'espace à 3 dimensions avec une vitesse. Ça peut être bien d'autres choses. Et surtout 7, le résultat de l'expérience de Stern et Gerlach n'est pas explicable dans le cadre de la physique classique. Nous voici donc clairement arrivés sur le seuil de l'étrange monde quantique. Tout ressemble encore plus ou moins à ce qu'on connaissait jusqu'ici, mais on sent bien que le paysage est sur le point de changer radicalement. Et c'est bien ce qu'on commencera à percevoir un peu mieux dans la prochaine vidéo qui terminera cette première saison d'approche vers le monde quantique.